Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, auteur de ce livre, à la 7e fois, Les murailles tombèrent. C'est aux éditions du Rocher. Alors on apprend aujourd'hui qu'Emmanuel Macron prévoit de tenir un nouveau grand débat avec les agriculteurs et également les responsables de la grande distribution à l'occasion du Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes samedi à Paris. D'abord, que pensez-vous de cette initiative du président de la République, le coup du grand débat? Est-ce que ça ne fait pas un petit peu réchauffer? Alors, moi, je pas de procès d'intention au président de la République, mais ça n'est pas ma conception de l'exercice de la fonction présidentielle. De base, j'ai bien compris qu'il va durer 4 heures. C'est une performance, mais ça ne résoudra pas le problème. Et ça contribuera, je pense, plutôt à le rendre encore plus confus quand vous Pourquoi? discutez. Parce que vous discutez 4 heures avec des gens de façon impromptue, improvisée. Vous ne pouvez pas poser clairement précisément un problème aussi vaste que celui-ci. Le calcul du président de la République, c'est peut-être que ce grand débat justement qu'il avait mis en place en 2018 pour sortir de cette crise des Gilets jaunes avait été un succès. Il espère peut-être rééditer Non, cette je opération. pense que ça n'a pas été un succès. La révolte des Gilets jaunes était quasiment achevée. Après, c'est une opération politique dont je peux comprendre les motivations et les ressorts, mais ça n'a pas contribué à achever la crise. Et ça n'a pas non plus contribué à apporter des solutions à la crise. On a réuni un tas de gens, on a fait semblant de faire les états généraux des débuts, qui ont précédé la Révolution française. On a accumulé un tas d'interventions, de contributions. Après, on a fait passer un algorithme d'analyse sémantique sur tout ça. Et puis, on a dit voilà ce que veulent les gens, voilà ce qu'ils pensent. Mais ça, c'est pas sérieux, en fait. Ça ne permet pas d'aller chercher en profondeur. Mais ça permet rien du ressorts tout. de la crise. D'abord, vous pouvez pas. Alors, rentrer dans un détail un peu abstrait, mais qu'il faut avoir en tête. Cela supposerait qu'à partir de grand nombre de contributions très différentes, on peut construire ce que les économistes appelleraient une fonction d'utilité collective, c'est-à-dire qu'on peut trouver quelles sont les références, les préférences de la collectivité à partir d'une multitude de points de vue de ce genre. Or ça, c'est impossible. Voilà, c'est impossible, c'est un vieux théorème de la science économique et de la logique qui date du début des années 70, qui a été mis au point par un grand économiste et logicien qui s'appelait John Kenneth Arrow, et c'est impossible. Voilà. Donc ce qu'on fait avec l'analyse sémantique, en réalité, c'est un peu une escroquerie intellectuelle. Voilà. Donc alors là, on n'est pas encore dans les contributions qu'on demande à tout le monde, mais ça, c'est ce qui s'est passé au moment du grand débat après à la fin de la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous feriez justement un parallèle entre cette crise des Gilets jaunes de 2018 et cette crise du monde agricole de 2024? Oui, alors juste pour finir, je pense que là, il faut être sérieux, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des grands débats, d'aller se promener sur le terrain, de faire des discours sur des bottes de paille, etc., quelle que soit la qualité de ces discours, d'aller rencontrer des agriculteurs en leur disant on vous soutient, on vous lâchera pas, chacun, c'est vrai pour tous les responsables de l'État, pour tous les responsables politiques, chacun ferait bien de faire son travail, c'est de travailler pour essayer à la fois de sortir trouver des solutions aux questions qui sont urgentes à résoudre, et ensuite pour replacer cette crise dans son cadre qui est beaucoup plus large, et sans cette appréhension, sans cette vue large, cette hauteur de vue, nous ne sortirons pas de cette crise très profonde. Et on continuera d'une certaine façon à donner le sentiment aux gens, et en particulier, en l'occurrence aux agriculteurs, qu'on se moque du monde. Voilà. Vous avez entendu ce matin peut-être Agnès Pannier-Runacher qui dit sur France Info, je vous cite ses propos, elle dit on a répondu à une grande partie des attentes. Comment expliquez-vous ce décalage? Je pense qu'il y a eu un effort pour répondre à toute une série de questions qui se posent de façon urgente, mais ça n'est pas ça qui permet de répondre à la crise qui secoue le monde agricole, qui ne secoue d'ailleurs pas qu'en France, qui le secoue dans toute l'Europe et même dans une bonne partie du monde. Regardez la révolte des paysans en Inde. Bon, donc non, ça c'est
Ça, c'est inquiétant parce que si je pense que Mme Pannier-Runacher, comme tous les ministres ou le président de la République ou le Premier ministre, croient de bonne foi qu'ils ont répondu à la plupart des demandes, alors on est mal parti. Voilà, on ne peut pas poser le problème comme ça. Oui, ça a un rapport avec la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, elle montrait un malaise très profond dans la société. Et d'ailleurs, elle était soutenue, ça n'est pas un hasard, par une grande majorité de Français. Et là c'est encore plus important. Enfin, le sondage dont vous venez de parler, 91%, même s'il faut prendre des sondages avec précaution, ne pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire, 91% dans un sondage, c'est quand même rarissime. D'autant que cette grogne, on en parle quand même là depuis quelques mois, mais en fait elle couve depuis de nombreuses années. Comment expliquez-vous que rien ne change ? Mais rien ne change parce qu'on ne veut rien changer. Il faut bien se mettre dans la tête que toutes les crises de ce genre, et la crise malaise des sociétés occidentales, aujourd'hui, relèvent de cette analyse. Toutes les crises viennent d'abord d'un problème intellectuel et moral, toujours. On sort des grandes crises que quand la réforme intellectuelle et morale prend le pas sur tout le reste, parce qu'elle va conditionner tout le reste. Il faut comprendre que d'abord c'est une crise identitaire, cette crise agricole. Moi j'ai souvent cité les dernières semaines cette phrase que j'ai entendue dans la bouche d'un président de la Commission européenne il y a quelques années. Raconte rarement moi ce qui s'est passé pendant que j'étais à l'Élysée, mais quand même ça m'avait marqué quand le président de la Commission européenne dit un jour dans le secret des conversations au président de la République à propos du traité sur le Mercosur, avec le Mercosur, qui était déjà un problème et la France s'opposait déjà à sa conclusion. Je dis mais enfin Nicolas, tu ne vas pas sacrifier l'industrie européenne pour quelques poulets. Alors, outre le fait que l'industrie européenne n'est pas promise à un meilleur sort par ces gens, il y a là-dedans tout le mépris dont ils peuvent accabler l'agriculture, parce que l'agriculture, pour eux, c'est le passé, c'est un résidu du passé, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Ce n'est pas moderne, c'est pas postmoderne, c'est l'économie d'hier, d'avant-hier. Vous savez, c'est le vieux monde, le très vieux monde pour eux. Et ça, tant qu'il y a ça dans la tête de ceux qui décident, de ceux qui dirigent, ça ne peut pas bouger. Et puis, pour bouger, il faut s'attaquer non seulement à ces représentations mentales et symboliques, mais il faut aussi remettre en question un certain nombre de choses dont on a fait des dogmes. Je pense à l'Europe en particulier. Donc, il ne s'agit pas de sortir de l'Europe, mais il s'agit quand même de prendre conscience que telle qu'elle s'est construite aujourd'hui, en particulier vis-à-vis de l'agriculture, mais d'une façon générale vis-à-vis de l'économie, je pense de ce qu'on appelait il y a quelques années encore la vieille économie, tant qu'on ne questionne pas cet aspect de l'Europe, tant qu'on ne le remet pas en question, qu'on ne veut pas le remettre en question, alors rien ne sera possible. Vous parlez de l'Europe. Est-ce qu'elle est la seule responsable justement de tous les maux des agriculteurs ? Est-ce que c'est pas un peu le bouc émissaire idéal ? Alors, moi j'ai une passion pour le concept de bouc émissaire, vous savez, mais ça ne veut rien dire. La question est, est-ce que les règles européennes aujourd'hui, telles qu'elles sont, nous permettent de répondre au malaise de l'agriculture ou pas ? Oui, mais quand les agriculteurs accusent par exemple Lactalis de baisser le prix du lait, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Mais ça c'est la surface des choses. Je vous donne un exemple. La loi Egalim. Les lois, il y en a 3, on va en faire une 4e, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans. On constate qu'elles sont contournées par la grande distribution. Et le gouvernement dit, on va faire plus de contrôles, on va prévoir des sanctions plus dures. Le problème, c'est que la justice européenne s'est prononcée sur cette question il y a quelques mois. Les entreprises de la grande distribution ont le droit d'aller utiliser c'est le marché, c'est la concurrence européenne, c'est le marché unique, ont le droit d'utiliser des plateformes dans les autres pays européens pour contourner la loi. Donc, laisser croire que sans toucher
à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes entre le droit européen et le droit français, le gouvernement va pouvoir faire, et même le législateur français va pouvoir faire quoi que ce soit pour empêcher ce contournement de la loi et se moquer du monde. Voilà, c'est pas une question de bouc émissaire, c'est un fait. La politique agricole commune, à l'origine, c'était une politique d'organisation des marchés, de prix garantis, de préférences communautaires. Elle a d'ailleurs accompagné la mutation de l'agriculture européenne, et en particulier française. Alors on me dirait, ça se faisait à 6, c'était plus facile. Hein, mais dans sa formidable mutation entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis les années 80. Bon. Dans votre viseur, vous pensez par exemple au traité de libre-échange ? Mais je pense bien sûr aux traités de libre-échange, mais les traités de libre-échange, c'est nous qui les avons ratifiés. Hein. Bon, ils ne peuvent pas rester en l'état. Sur ces traités, par exemple, Pascal Canfin était invité du Figaro TV il y a quelques jours. Il disait ceci par rapport au traité avec la Nouvelle-Zélande. D'un point de vue géopolitique, cet accord permet de répondre à notre besoin d'alliés dans la zone Indo-Pacifique. Sur la partie purement agricole, il y a certes des perdants à cet accord, la filière du mouton, mais il y a également des gagnants, la filière du vin et des spiritueux qui exporteront davantage en Nouvelle-Zélande. On ne peut pas faire ce genre de calcul en disant je sacrifie une bonne partie de l'agriculture pour en sauver un peu. C'est pas une façon de raisonner. Les responsables politiques, en tout cas, n'ont pas le droit de raisonner de cette façon. Voilà, dire que ces traités aujourd'hui ont plus d'avantages que d'inconvénients. D'abord, ça n'est pas vrai. Et ensuite, c'est sacrifier des choses essentielles qu'on n'a pas le droit de sacrifier. Parce que tout ça, c'est bien gentil. Seulement, nous arrivons dans une période où nous atteignons les limites du libre-échange. Bien sûr, il faut de la concurrence, il faut que les frontières soient ouvertes, que les produits, les services circulent le plus possible, mais jusqu'à un certain point. Or, aujourd'hui, nous arrivons dans un monde où la question de la sécurité alimentaire, on appelle ça la souveraineté, mais je préfère l'indépendance et la sécurité. La souveraineté, c'est un peu autre chose, mais redevient une question majeure, une question cruciale. Voilà, donc, nous ne pouvons pas écarter ça d'un revers de la main. Sur ce sujet, vous écrivez dans votre dernier livre, justement, que j'évoquais tout à l'heure, vous écrivez « Selon les époques et les circonstances, c'est le libre-échange qui est bénéfique ou le protectionnisme, comme l'immigration est une chance ou une menace pour la cohésion sociale, selon l'état de la société. Oui. Sommes-nous entrés, ou bien devrions-nous être rentrés dans, justement, une période de protectionnisme ?» En tout cas, la grande période d'extension indéfinie du libre-échange, c'est terminé. Alors c'est terminé pour un temps, probablement, puisque cette histoire de libre-échange protectionnisme, c'est un aller-retour permanent dans l'histoire économique. On ne va pas de la fermeture à l'ouverture. Il vaut mieux les sociétés ouvertes que les sociétés fermées, les économies ouvertes que les économies fermées, mais toujours pareil, jusqu'à un certain point, nous sommes allés trop loin, le monde a changé, et tout le monde dans le monde entier, aujourd'hui, revient en arrière. Les Indiens, encore une fois, qui ont dû faire face avec un régime qui est quand même plutôt un régime d'autorité, pour ne pas dire plus, a dû céder sur sa déréglementation des marchés agricoles à la révolte des agriculteurs. Les États-Unis, aujourd'hui, cherchent à rapatrier leur production sur le territoire national. Madame Yellen, qui est la secrétaire d'État au Trésor, l'ancienne présidente de la Banque fédérale de réserve américaine, dit avant, il s'agissait de déployer notre économie sur le monde entier. Aujourd'hui, il s'agit de mettre de mettre en priorité la sécurité. Et l'Europe qui a commencé un peu à faire mouvement dans ce sens, a beaucoup de mal à tirer les leçons de tout cela. Et quand les Américains prennent des mesures protectionnistes, alors ils en prennent depuis très longtemps, hein, beaucoup plus que l'Europe, mais quand ils en reprennent aujourd'hui et que l'Europe proteste, les Américains leur disent « mais vous n'avez qu'à faire comme nous ». Voilà, après, c'est ne pas voir le monde tel qu'il est que de continuer à être complètement rivé sur ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse. Moi, je me souviens d'un livre d'un économiste américain, mais qui était assez représentatif, M. Krugman, qui est prix Nobel, et qui est plutôt un homme de gauche, qui écrit qui est éditorialiste maintenant dans le New York Times, et qui avait écrit dans les années 70 un livre qui s'appelait « La mondialisation n'est pas coupable », et qui maintenant dit « Nous, les économistes, nous avons sous-estimé les effets délétères de la mondialisation. On est
voilà, les économies, regardez l'état de la société américaine et l'état des sociétés européennes. Donc là, nous arrivons à la limite de ce système. On sait que plus le monde était liquide, plus il était ouvert, et mieux c'était. Non, il y a des limites à ne pas dépasser. Nous avons dépassé ces limites. Maintenant, ce système met en danger l'existence même, la cohésion de nos sociétés. Voilà. Et ça le phénomène, enfin la crise agricole, elle est un des cas exemplaires, d'une illustration de cette crise générale, de cette limite que nous sommes en train que nous avons franchie. Et il y a un impératif, en tout cas, qui demeure, c'est celui de l'écologie. Comment concilier les impératifs de préservation de l'environnement, ça c'est vrai, mais avant ça, et celui de production d'une nourriture en quantité suffisante. Ça, faut-il vouloir trouver un équilibre et ne pas voir qu'un aspect des choses. Une société, c'est compliqué. Il n'y a pas qu'une seule dimension à prendre en compte. Mais il y en a une peut-être avant tout ça qui est très importante, c'est que dans cette crise, il y a le problème du pouvoir d'achat. Le problème du pouvoir d'achat et du niveau de vie des agriculteurs, qui est d'ailleurs un problème que rencontrent pratiquement toutes les catégories sociales, sauf les plus favorisées, dans notre société comme dans les autres sociétés européennes. Auquel le gouvernement a promis de s'atteler. Mais oui, mais c'est la rémunération des agriculteurs. Voilà, mais la rémunération des agriculteurs, elle va pas. Enfin, le problème de la rémunération des agriculteurs ne sera pas résolu par le contrôle tatillon de toutes les marges de tous les intervenants, intermédiaires, entreprises industrielles qui interviennent. Il faut être raisonnable. Le Gosplan, c'est très compliqué quand même. Hein. Bon. Le problème, c'est le pouvoir d'achat de tout le monde. Le pouvoir d'achat des agriculteurs dépend du pouvoir d'achat de tous les autres. Si vous voulez vendre les produits, les agriculteurs disent souvent on veut des prix, pas des primes. Et je comprends, ça, ils veulent vivre de leur travail, donc ils veulent des prix qui rémunèrent leur travail. Ces prix sont impossibles à maintenir si le pouvoir d'achat de la population est trop bas. Il était trop bas déjà avant l'inflation. Avec l'inflation, c'est devenu absolument dramatique. Donc, même si les gens, je crois que... j'écoutais le résultat du sondage il y a quelques minutes. Quand les gens disent à plus de 70% qu'ils ne font pas assez pour aider les agriculteurs... Le gouvernement n'en fait pas suffisamment. Non, eux aussi n'en font pas assez. Les gens disent... Il y avait une autocritique dans le sondage. Voilà. Et une autocritique des gens en disant c'est vrai qu'on n'en fait pas assez. Mais pourquoi n'en font-ils pas assez? Pas parce qu'ils préfèrent se nourrir avec des produits étrangers ou des produits de moins de qualité, etc., mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc quand les gens veulent des produits pas chers parce qu'ils n'ont plus de pouvoir d'achat, ils font pression sur la grande distribution, qui fait pression à son tour sur les industriels, qui fait pression sur les agriculteurs. Et c'est ça qu'il faut... C'est le problème à résoudre. Résoudre la crise agricole, c'est aussi résoudre la question générale du pouvoir d'achat. Voilà, c'est pas juste se dire on va donner une exonération fiscale ou une prime à telle ou telle catégorie, en particulier aux agriculteurs. Non, c'est qu'il faut que les gens puissent acheter au prix. Donc ça veut dire d'abord faire des prix garantis. Ou des prix planchers, comme on faisait dans la PAC, et deuxièmement, donner aux gens les moyens d'acheter. Donc, vous voyez, ça renvoie à une politique macroéconomique, mais pour l'instant, la question des salaires, elle est renvoyée au registre de la déploration, mais elle n'est pas du tout abordée sur le plan de la politique économique, de la politique macroéconomique. Tout ça se tient. Si on ne veut pas traiter le problème dans son ensemble, qui exige des remises en cause de la plupart de nos politiques publiques, en réalité, en tout cas des choix que nous avons faits de politique publique depuis une quarantaine d'années, on se moque du monde. Et si on se moque du monde, nous aurons la révolte de ceux dont on se moque. Voilà. Merci beaucoup, Henri Guénaud. En tout cas, c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler. Je rappelle le titre de votre dernier livre, à la 7e fois, Les murailles tombèrent. C'est aux éditions du Rocher. C'est à retrouver, bien sûr, en librairie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.